commencer ce meeting dans lequel nous réclamons la levée immédiate de l'état d'urgence, la liberté de manifester, de se réunir et de s'exprimer, l'arrêt des poursuites contre les manifestants, les militants des mouvements sociaux et contre la stigmatisation des migrants et des quartiers populaires. On aurait pu mettre 3 petits points. Oui. Et des musulmans, parce que bon, là aussi, l'abandon de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de la nationalité. Ce meeting est appelé par donc, les associations et organisations suivantes que je vais vous citer, mais que vous avez sous les yeux. AC, c'est-à-dire Agir contre le chômage, Accord, alors j'ai pas le... Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, l'Association démocratique des étudiants en France, l'Association des Marocains de France, la PES, les plus connues, c'est contre le chômage, ATMM, Association des travailleurs maghrébins en France, ATTAC, CDTIM, CFPE, CGT 75, CAD RC, Collectif 3C, Collectif des désobéissants, Collectif des sans-voix de 18e, COPAC, le Comité pour le monde des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, CSP 75, le DAL, Droit devant, Écologie sociale, la FASTI, Femmes Égalité, Fondation Copernic, FTCR, FUTP, GISTI, ANEL, Initiative des croissants pour le climat, IPAM, Mouvement citoyen des Tunisiens en France, MSCP, le MRAP, Réseau pour la gauche décoloniale, Syndicat de la magistrature, le SNES, PJG, FSU, Solidaire, Solidaire étudiant, étudiants et étudiantes, Sud aérien, Sud PTT, sortir de colonialisme, survie, JFP, ITID, avec le soutien de Alternative Libertaire, CGA, Ensemble, NPA, PCOF et PGI. On a oublié le CCIF. On a oublié les deux collectifs contre les... On n'entend rien. On n'entend rien. Ok. Là, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, le collectif contre l'islamophobie, CCIF, et Réseau européen maghrébin, culture et... l'autre aussi, et REMCC, voilà. Donc ce sont les deux associations qu'on a oublié de citer parmi celles que nous avons citées. Donc, ce qui nous amène... il y avait également à citer, on m'a demandé de citer donc Sud Éducation, Solidaire 75, Solidaire 92. Les indignés, d'accord, ben là on n'a pas eu la signature formelle des indignés, mais bon, on est content de nous accueillir. Alors vous savez, c'est un exercice toujours compliqué. Les 300, ça y est. Oui, oui. Ah, les ZAD, alors là on n'avait pas l'info là, donc les ZAD. Mais ça fait partie des sujets qui vont être abordés ce soir. Donc vous savez, l'exercice est compliqué puisque d'une part il faut arriver à traiter un peu tous les sujets qui sont concernés par cet état d'urgence qu'on nous impose et puis ces menaces qui pèsent sur notre liberté de manifester, notre liberté d'expression, menace notre liberté de culte aussi, notre liberté de penser, notre liberté de manifester, de protester, de dénoncer. Eh bien, donc c'est ces menaces-là aujourd'hui qui sont là et qu'il va falloir traiter dans ce meeting. On est limité en temps parce qu'on a 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et on sait aussi que la salle n'est pas très facile, puisqu'au bout d'un moment,
voilà, la sonorisation est-ce qu'elle est. Quand il y a du monde, c'est mieux. Donc vous êtes nombreux, on est nombreux aujourd'hui, donc c'est mieux. Alors, bon, également faire part de nos inquiétudes en ce qui concerne la répression. Donc il y a pas mal de militants qui sont réprimés. Les derniers en date, on en parlera, mais les derniers en date, c'est les 3 de Grenoble qui ont participé à une manifestation qui a été déclarée interdite. Le rassemblement a été autorisé, mais la marche était interdite. Et donc, 3 militants qui ont été mis en garde à vue avant-hier soir, et 2 d'entre eux sont convoqués au tribunal correctionnel au mois de mars pour participation à une manifestation interdite, et puis également port d'armes, puisqu'ils avaient un opinel dans la poche. Donc, mais il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais je le signale là parce que c'est les derniers dont on a eu connaissance. Mais également faire part de nos inquiétudes en ce qui concerne la modification de la Constitution, puisque là, ça signifie que la Constitution va intégrer l'état d'urgence. Ce qui veut dire qu'un gouvernement autoritaire, et il y a beaucoup de velléités aujourd'hui d'un gouvernement autoritaire, je ne commenterai pas celui qui a actuellement le pouvoir, mais d'autres encore plus autoritaires peuvent arriver, et donc nous imposer un état d'urgence longtemps. D'autant que la guerre contre le terrorisme peut durer aussi longtemps. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les mouvements sociaux sont bâillonnés. Et pour notre part, pour ma part, parce que je n'ai pas vocation à animer, à diriger, ou à coordonner un mouvement de protestation contre l'état d'urgence, mais pour notre part, droit au logement, on a été tout de suite, je dirais, plongé dans cette question, puisque 4 jours après, on recevait un coup de fil, après les attentats, on recevait un coup de fil de la préfecture de police, nous disant que notre action prévue le mercredi était interdite. Bon, mais ça, ok. Et ensuite, la manifestation des femmes, qui était interdite le 21. Et ensuite, la manifestation pour les réfugiés qui a été interdite le 22, à laquelle moi j'ai participé, on a participé, et puis on s'est retrouvé au commissariat, et puis toute la suite dont on va parler ce soir. Voilà, alors le déroulé, c'est donc Michel Toubiana qui va commencer la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il a une réunion importante après, ainsi que Laurence pour le syndicat de la magistrature. 19h35. Hein, 19h40, on va dire. Conséquences sur les mouvements, les lieux de travail, etc. Donc là, on attend une intervention de la CGT. La question de l'islamophobie par le CCIF aussi. Les mouvements intermondialistes impactés, notamment pendant la COP21, les immigrations. Donc là, on est sur des interventions courtes. Hein. On a laissé un petit peu plus de temps pour l'expertise. Donc, c'est en principe 7 minutes chacun. Oh, c'est pas mal, hein? Franchement, pas mal. Alors, ensuite, ensuite député contre l'état d'urgence, Sergio Coronado, qui est avec nous. Et à 20h, à peu près, 20h, si on arrive à venir, intervention du public. Pendant un quart d'heure, on va donner la parole de 2 minutes pour les personnes qui veulent intervenir. Voilà, etc. On continue, on a une deuxième session. Bon, je vous la donnera tout à l'heure. Et puis, on va finir avec, à nouveau 15 minutes au public. On laisse ensuite les organes politiques qui vont avoir 2 minutes chacune pour dire quelques mots. Hein, et enfin, une conclusion sur les initiatives qui peuvent se décider à partir du mois de janvier. Voilà. Donc, je laisse la parole à Michel Toubiana. Bonsoir. Oui, effectivement, on a un bureau ce soir de la Ligue. On a un bureau ce soir de la Ligue, donc je ne fais que passer et je m'en excuse. On sait tous ce qu'est cet état d'urgence. Cet état d'urgence, c'est d'abord une volonté de mettre de l'ordre et leur ordre dans ce pays. C'est accessoirement, si j'en juge en tout cas par les résultats, une question de lutte contre le terrorisme. C'est aussi une manière de dire clairement
et pas simplement au travers du projet concernant la déchéance de nationalité, qu'il y a deux sortes de populations en France. Il y a ceux que l'on suspecte, a priori parce qu'ils vivent en banlieue, en tout cas dans certaines d'entre elles, parce que, autant le dire en mettant les mots sur la chose, parce qu'ils sont arabes, musulmans, noirs, ce gouvernement agit sur ce terrain-là, sans phare, et à l'encontre de nos principes ceux qui nous sont peut-être les plus précieux, c'est-à-dire à l'encontre de notre capacité à vivre ensemble. On sait aussi que cet état d'urgence, Jean-Baptiste vient de le rappeler, c'est un empêchement à manifester, et bientôt ce sera un empêchement dans le temps, dans la durée, qui ira au-delà. Alors, j'ai entendu le président de la commission des lois qui s'inquiétait. J'aurais aimé qu'il s'inquiète avant, plutôt qu'après. Surtout que c'était ma faute de lui avoir dit. Qui s'inquiétait en disant, est-ce que l'état d'urgence c'est la lutte contre le terrorisme, ou est-ce que l'état d'urgence c'est rétablir l'ordre public de manière générale? Eh bien, nous le savons maintenant. Il a la réponse. Il a la réponse au travers des militants de la COP21, il a la réponse au travers de la pratique de la police. C'est rétablir leur ordre. Un ordre qu'ils mettent en avant et dont ils se servent pour justifier, avec comme alibi le terrorisme, les mesures qui sont prises. Mais je crois que ce n'est pas à la limite aujourd'hui le plus important. Le plus important, c'est ce qui nous prépare. Et ce qui nous prépare avec l'aval d'un Conseil d'État qui est, depuis la loi sur la surveillance et même avant, la loi sur le renseignement, a tout avalisé du gouvernement. Absolument tout avalisé du gouvernement. Il faut dire que le Conseil d'État a quand même un passé. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil d'État avait, dans les années 40, rendu quelques arrêts de jurisprudence célèbres pour disserter sur la manière d'appliquer le statut des Juifs dans le régime de Vichy. C'est la même juridiction qui aujourd'hui donne son aval au gouvernement pour, d'une part, aller vers la déchéance de nationalité et d'autre part, constitutionnaliser l'état d'urgence. Dans les deux cas, ce qui est en train de se jouer, bien évidemment, c'est une certaine conception de la liberté. C'est une certaine conception de la démocratie. Et nous avons à choisir entre une démocratie octroyée, une démocratie aux libertés surveillées par l'État, ou une démocratie qui mérite ce nom de démocratie, c'est-à-dire où nous, citoyens, faisons vivre nous-mêmes nos libertés, y compris contre l'État. Bien entendu que la déchéance de nationalité est une monstruosité. Elle est déjà aujourd'hui. Déjà des hommes qui avaient été simplement condamnés pour des délits ont été déchus de leur nationalité. Mais en même temps, ne nous y trompons pas. Je suis prêt à prendre devant vous un pari. François Hollande reculera, et je mets beaucoup de guillemets. Il reculera sur la déchéance de nationalité, trop ostensiblement pioché dans la vulgate du Front National et d'une partie de la droite française. Et il se présentera alors comme un modéré. Et c'est bien pour cela qu'il nous faudra admettre l'état d'urgence dans la Constitution. Ce petit jeu politicien qui ignore les libertés, qui nous tresse les uns contre les autres, et qui fait de nos libertés une espèce d'accessoire que l'État nous octroie ou nous retire, nous ne pouvons pas l'accepter. Et je crois que l'enjeu, bien évidemment, c'est aujourd'hui d'affirmer notre refus de l'état d'urgence tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Mais en même temps, c'est de nous préparer à ce combat-là contre la réforme. On peut nous dire que c'est une question de constitution, de droit.
Mais c'est ce droit qui nous permet de se réunir ce soir. C'est ce droit qui nous permet de manifester dans la rue. C'est ce droit qui est pour nous un oxygène si nous voulons demain pouvoir vivre libre dans ce pays. Alors, mobilisons-nous, car nous sommes nombreux ici ce soir. Mais sachons-le, il faut que nous en ayons conscience. Nous sommes très largement minoritaires. Et ce qui nous appartient, ce n'est pas de nous tenir chaud ensemble. Ce n'est pas d'être certain que nous avons raison. Ce que nous devons faire, c'est convaincre et encore convaincre que nos libertés, ils ne doivent pas y toucher. Je vous remercie. Bonsoir, Laurence Buisson du syndicat de la magistrature. Je rejoins Michel lorsqu'il dit que l'état d'urgence c'est le règne de l'ordre public, c'est aussi le règne de l'illusion. Le gouvernement veut nous faire croire que le système répressif ne permet pas de lutter contre le terrorisme. Ceux qui connaissent l'arsenal répressif antiterroriste apprécieront très fortement cette affirmation absurde. Face à un attentat terroriste, il est évident que des mesures de perquisition, que des mesures peut-être d'assignation à résidence peuvent être prises dans un cadre judiciaire lorsqu'on est en face de personnes qui ont participé à une activité terroriste, qui en préparent une. L'arsenal répressif, encore une fois, est l'un des plus développés au monde. Mais on voit bien que l'état d'urgence tel qu'il a été mis en œuvre aujourd'hui, il ne vise pas réellement ça. Les perquisitions administratives qui sont autorisées par le préfet dans le cadre de l'état d'urgence, il y en a eu plus de 2500. 2 enquêtes, je dis bien 2 enquêtes antiterroristes ont été ouvertes au parquet de Paris. C'est bien le signe de la dérive absolue que signe cet état d'urgence. Alors, sur cette question, il faut bien voir combien le gouvernement prétend à tort que l'état d'urgence est une nécessité et combien il prétend à tort qu'il n'est pas un danger pour nos libertés et pour notre état de droit. L'état d'urgence réalise l'exception dans l'exception. L'exception qui a déjà érodé nos libertés dans le cadre de cette législation antiterroriste, mais aussi des lois de surveillance que nous avons connues. Et ça n'est pas anodin de voir que l'état d'urgence, qui donne de tels pouvoirs exorbitants à l'administration, au ministre de l'Intérieur et au préfet, arrive à la fin d'une année qui s'était ouvert, je le rappelle, sur un rapport parlementaire qui avait été produit à la suite du décès de Rémi Fraisse et qui concluait à la nécessité d'introduire dans notre droit une interdiction individuelle de manifester, prononcée par l'administration, prononcée par les préfets. Il n'y a rien d'anodin là-dedans, parce que nous sommes dans une évolution historique qui confie toujours de plus en plus de pouvoir à l'administration, interdiction administrative de sortie du territoire, blocage administratif de sites, dans une logique qui déséquilibre absolument les équilibres de notre démocratie. L'état d'urgence, c'est donner au préfet, donner au ministre de l'Intérieur des pouvoirs privatifs de liberté sur des personnes. Les personnes ont été assignées à résidence, ont fait l'objet de perquisitions dans des conditions qui ont été détaillées et qui le seront encore ce soir, particulièrement violentes. Mais sur quelle base? Parce qu'on leur reprochait une infraction pénale prévue par la loi? Non. La base de ces mesures, telles qu'elles sont prévues dans l'état d'urgence, c'est un comportement suspect. La loi de 2015 est encore plus large que la loi de 1955, qui avait tout de même été votée dans un contexte particulier qu'il est important de rappeler encore aujourd'hui. Elle conduit une autorité exécutive à prendre des mesures sur la base d'un principe de précaution, parce que par son attitude, parce que par ses propos, parce que par les informations qu'ont données ses voisins, une personne serait suspecte. Mais suspecte de quoi au juste? Encore une fois, 2500 perquisitions administratives, 2 enquêtes antiterroristes. Alors, on pourrait croire que la répression classique n'a pas sa place. Mais si. D'abord, le préfet met en œuvre sa mesure. Le juge administratif va intervenir, mais ce juge administratif
On vient de le voir avec les arrêts du Conseil d'État sur les assignations à résidence des militants dans le cadre de la COP 21. Il va dire certes, il y a urgence à statuer, mais en réalité, on est d'accord pour qu'une privation de liberté se fasse sur la simple base du caractère vraisemblable de la suspicion. Et puis sur la base des notes blanches des services de renseignement. Mais la répression, elle revient. La répression classique judiciaire, elle revient quand des militants sont arrêtés en masse à quelques pas d'ici. Plus de 300 militants, l'occasion d'une manifestation qui avait été interdite dans le cadre bien commode de l'état d'urgence. Et le fichage policier avec. Et elle revient dans le cadre des assignés à résidence. Et là, on demande à des juridictions de dire oui, cette personne, elle a été assignée, elle n'avait rien commis d'illégal à l'origine. Mais cette fois-ci, elle n'a pas respecté son assignation. C'est illégal, condamné, et la prison est au bout du chemin. Alors, le syndicat de la magistrature, comme avec les organisations qui sont réunies ce soir, nous appelons à la levée immédiate de l'état d'urgence et surtout à une mobilisation sans faille contre le projet de constitutionnalisation qui est en marche et qui va ouvrir encore la porte à de nouvelles dérives dans cette concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif extrêmement préoccupante et dans ce basculement vers une société de la suspicion et vers une société dans laquelle les principes démocratiques sont sacrément mis à mal. Donc c'est pour ça qu'encore une fois aujourd'hui on demande la levée immédiate de l'état d'urgence, extrêmement dangereux pour la démocratie. Les interventions suivantes qui vont être des interventions de 3 minutes. Hein. Donc on est dans le registre un peu des conséquences sur le mouvement social. Donc Patrick Picard pour la CGT. Ok. Ensuite Yasser Louati pour le CCIF. Ensuite Mohamed Ben Saïd pour l'immigration, la déchéance de la nationalité. Et ensuite, il y aura un camarade d'attaque, ou une camarade d'attaque qui va venir également dire un petit mot par rapport à la répression qu'on a commise. À toi, Patrick. Merci Jean-Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, donc Patrick Picard, je suis secrétaire général de la CGT à Paris. Alors en effet, dès la promulgation de l'état d'urgence, les conséquences ont été très concrètes pour le mouvement social, puisque dans la semaine qui a suivi, nous avions plusieurs manifestations qui ont été interdites, tout simplement, avec donc des conséquences très concrètes sur l'expression revendicative pour ce qui nous concerne, y compris dans l'unité syndicale. Donc voilà, donc nous avons participé bien entendu à la manifestation du 22 autour des migrants, parce que c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous revendiquons depuis plusieurs années. Donc voilà, avec ce qui a été souligné, c'est-à-dire que les camarades ont bravé l'interdiction dès le 22, avec en effet une manifestation qui a fini à République. Le 24, nous avons avec d'autres bravé l'interdiction en étant présents sur la place de la République, parce que nous considérons à la CGT qu'il est interdit d'interdire, tout simplement, et que c'est scandaleux que le gouvernement de ce pays, qui soi-disant est de gauche, brime et bâillonne le mouvement social. C'est vraiment pour nous intolérable. La CGT au niveau national s'est exprimée aussi dans ce sens-là. Pour ce qui est de Paris, dès le 14 novembre, le samedi 14 novembre, le lendemain du massacre et des assassinats au Bataclan et en Seine-Saint-Denis, on s'est exprimé déjà dans ce sens-là. Donc voilà, donc le 24 novembre, nous étions présents, le 29 aussi, et je tiens d'ailleurs à dire qu'il est scandaleux ce qui s'est passé, c'était totalement organisé par les forces de l'ordre. Ils ont organisé la confrontation avec les mouvements écologistes et malheureusement, nombre, je dirais, de militantes et de militantes ont été effectivement en garde à vue. C'est totalement scandaleux et nous soutenons bien entendu l'idée qu'il ne faut pas qu'ils soient poursuivis et que toutes les plaintes doivent être levées. Donc c'est vraiment la relaxe par rapport à cette situation. Donc voilà, donc par la suite, entre guillemets, nos actions ont permis de détendre la préfecture de police de Paris, puisque nous avons mobilisé autour des 5 d'Air France à Bobigny, donc le 2 décembre, où avec d'autres, nous avons combattu la violence patronale. Parce qu'en effet, ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à 3 formes de violence. La violence politique à travers les 49.3 imposés par Valls, la violence policière avec ce qu'on a vécu les 22 et 29, et effectivement la violence syndicale et patronale qui touche nos militants, nos militantes, quelles que soient les organisations syndicales.
Donc c'est totalement intolérable. Donc dès effectivement l'annonce, je dirais, de Hollande de vouloir constitutionnaliser l'état d'urgence, nous avons pris contact avec l'ensemble des associations pour créer les conditions de ce meeting. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement grave de vouloir constitutionnaliser l'état d'urgence. La Constitution, il faut savoir que juridiquement, c'est un élément supérieur à toutes les lois. Toutes les lois. Ça veut dire que vouloir constitutionnaliser de façon permanente à l'état d'urgence, c'est consacrer des moyens sécuritaires et policiers au détriment de d'autres réponses aux besoins des populations. Donc pour nous, c'est intolérable. Donc nous combattons avec fermeté cette idée de constitutionnalisation, nous combattons donc Hollande et toute sa clique, parce que franchement, c'est intolérable de vouloir en effet constitutionnaliser un état d'exception dans ce pays. Parce que c'est ça dont on parle. C'est un état d'exception. Regardez, je vous invite à regarder ce que veut dire un état d'exception, c'est-à-dire la privation de liberté fondamentale, d'expression démocratique. Donc il faut nous mobiliser avec force, parce que vous le savez maintenant, je pense que ça a été dit avant moi, mais dès le 23 décembre, à la veille de la traite des professeurs, Valls, Hollande, Macron ont décidé de porter au Conseil des ministres le dépôt d'une loi qui modifierait, après avoir modifié la loi de 55, qui effectivement engagera un processus de modification de la Constitution. C'est ça qui est la question. Et c'est extrêmement grave, chers amis et camarades. Extrêmement grave. Donc oui, je participe à plusieurs réseaux aujourd'hui qui s'opposent à ça. Celui-ci notamment, d'autres qui s'expriment aussi. Je sais que d'autres s'exprimer au mois de janvier, notamment le 24 janvier à Paris, tant mieux, pourquoi pas. Toutes les forces épris de liberté dans ce pays doivent effectivement se mobiliser. Voilà, chers camarades, la CGT à Paris au niveau national reste mobilisée. On est contre l'état d'urgence, on se mobilise. Bonsoir à tous. Comme ça. Je vois devant moi une salle de gens à qui j'ai envie de dire bienvenue au club. Bienvenue au club de ceux qui se couchent le soir en se demandant si on va se faire perquisitionner à cause de leurs idées. Alors, on a beaucoup parlé du gouvernement, on a parlé de personnes responsables ou irresponsables. J'aimerais citer l'un d'entre eux que j'ai entendu au lendemain du second tour des régionales et qui disait « Nous faisons face à la fin d'un système », oubliant de dire que le système c'était lui-même. Oubliant de dire que ces mesures liberticides qu'on applique aux citoyens pour les priver de leur liberté, de leur dignité, de leur droit le plus fondamental de croire en ce qu'ils veulent, de se rassembler et de dénoncer, ce système, cet homme-là en faisait partie. Je ne vais pas le nommer pour ne pas lui faire de pub, mais je pense que tout le monde sait à qui je fais référence. Alors le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, ça fait 12 ans qu'il travaille sur l'islamophobie. Ça fait 12 ans qu'il assiste des personnes qui se font tabasser à cause de leur voile, qui se font discriminer massivement à cause de leur couleur, leur faciès, leur nom de famille, leur religion, réelle ou supposée. Sauf que maintenant, on vit sous un état d'urgence qui a été décrété précipitamment pour éviter qu'on pose des bonnes questions. Comment se fait-il, en 10 mois, on ait subi 2 vagues d'attentats terroristes sans que personne ne prenne ses responsabilités, sans que personne ne démissionne, sans que personne ne soit limogé. Mais en retour, on applique l'état d'urgence pour faire payer aux citoyens les échecs du gouvernement. C'est non seulement lâche, mais c'est aussi très dangereux. Ce qui se passe sur le terrain, c'est des femmes qui se font perquisitionner et qui se font attoucher. L'une d'entre elles, enceinte de 5 mois, a perdu son enfant qui a fait un arrêt cardiaque après une perquisition brutale. C'est des enfants qui font dans leur lit systématiquement parce qu'ils ont vu leurs parents mis en joue. C'est des appartements saccagés, des lieux de culte profanés par les forces de police, sachant pertinemment que toutes les mosquées sont déjà sous surveillance.
Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, ou de vous demander où est-ce qu'on va avec tout ça. Vous avez été ciblé vous-même, non pas parce que vous avez été musulman ou pas, mais parce que vous ne partagez pas les opinions du gouvernement. Est-ce que nous sommes capables de regarder au-delà de nos différences, qu'elles soient religieuses ou intellectuelles, et de nous dire que la menace terroriste, elle a frappé tout le monde? Si on regarde les assassins du Bataclan et du Stade de France, ils ont frappé les quartiers les plus mélangés de la France. Ils n'ont fait aucune distinction, ni sur la base religieuse, ni la couleur de peau, ni les idéaux. Et si on écoute les théoriciens des groupes terroristes, c'était voulu. Il fallait, et je cite un de leurs fameux théoriciens qui disait « Je fais ce que je veux ». Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'il soit mis en place, c'est qu'on passe au-delà de la dénonciation. On conteste, et nous sommes d'accord sur la dangerosité de l'état d'urgence, que nos libertés les plus fondamentales, à chaque fois, c'est le chantage permanent. Un peu de sécurité contre une perte de liberté. Est-ce que nous sommes capables de rester mobilisés jusqu'à la levée de l'état d'urgence? Est-ce que nous sommes capables de protéger ces libertés fondamentales? Et surtout, est-ce que nous sommes capables de vivre dans une société qui ne soit pas atomisée et où les gens protègent un intérêt commun? Et cet intérêt commun, c'est vivre ensemble et laisser vivre en paix. Merci à vous. Mohamed Ben Saïd, pour les associations du forum d'action et de lutte démocratique dans l'immigration. C'est un forum informel qui regroupe près d'une quarantaine d'associations de l'immigration, essentiellement ancrées en France. Certaines agissent en France et de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, j'interviens en particulier sur la question de la déchéance de nationalité. On a parlé de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qu'on dénonce fortement, mais aussi qu'on a brandi par la même occasion, et toujours dans ces situations-là, on a brandi la déchéance de nationalité, c'est-à-dire on a ciblé encore les immigrés, qu'ils soient de première, de deuxième, de troisième génération. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, on cible d'abord les plus faibles, les plus fragiles, les immigrés, et on sait très bien nous-mêmes qu'ils ne vont jamais s'arrêter là. Ce sont les acteurs sociaux, ce sont les militants syndicalistes, ce sont les militants pour l'écologie, et d'autres militants, ce sont nos libertés qui menacent en tout. Et c'est pour ça que nous dénonçons. Nous dénonçons en particulier cette notion de déchéance de nationalité. Cela veut dire quoi? Des gens qui sont nés en France, ils ne sauront jamais s'ils sont français comme les autres ou pas. Le défenseur de droit, tout le monde qui est chiracien, qui est gaulliste, pardon, oui, chiracien aussi, mais il a dit voilà, on est en train de créer des citoyens, une citoyenneté, des gens qui ont une citoyenneté contestable et des gens qui ont une citoyenneté incontestable. Or, la République, c'est une seule citoyenneté et tous les Français doivent être égaux devant la loi. On ne doit pas soupçonner, on ne doit pas créer de soupçon, on ne doit pas créer de confusion. Vous imaginez les débats dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, entre les jeunes, s'ils sont français ou pas. Vous imaginez tout ce qui s'ensuit dans la société. Bien sûr, tout cela, donc, tout cela va créer, ils disent que c'est au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais les terroristes, ils s'en foutent de la nationalité. Ils ont un autre projet. Et comme ça a été dit, ils attaquent tout le monde. Et en particulier les musulmans, ils attaquent. En particulier, ils s'en foutent complètement. On l'a vu dans les autres pays, et on le voit ici à Bataclan, à République, quand ils tuent tout le monde, ceux qui vont au Stade de France, comme tout le monde. Donc, ils n'ont pas de distinction. Ils ont leur projet. Voilà. Et donc, pour nous, il est essentiel que cette notion de constitutionnalisation, de cette déchéance de nationalité sorte de débat. C'est l'égalité, un principe fondamental en France qui est mis en cause. Il est important que ce soit, on est étonné comment on allait parler d'une constitutionnalisation qui devrait normalement s'ouvrir sur la société,
ramener des gens nouveaux et les faire vivre ensemble, comme on a vu, pour ouvrir sur le droit de vote des Européens. Et on nous a promis pour le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, on nous sert, s'il a été depuis pas longtemps, aujourd'hui, on nous sert la déchéance de nationalité de la 3e génération. Donc nous, on nous dit basta, on arrête de nous cibler et que ce projet-là tombe à l'eau. Et nous, pour ça, nous sommes les premiers qui sont visés et nous sommes avec vous jusqu'au bout, jusqu'à l'arrêt et la levée de l'état d'urgence. Merci. Oui, bonjour, je viens d'apprendre que je prenais la parole, donc voilà, je vais être extrêmement bref. L'état d'urgence, c'était une bonne occasion pour le gouvernement pour empêcher le mouvement social de s'exprimer pendant la COP21, pendant toutes les mobilisations de la COP21 qui viennent de se terminer. Vous savez qu'on a eu énormément de mal à redéfinir l'ensemble des actions et voilà, donc malgré tout, le mouvement social a pu s'exprimer, mais ça a été vraiment difficile. Et là, comme ça, le projet, ils ont pu prendre définir leur accord inacceptable sans qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient dans la rue pour le contester. D'autre part, en parallèle, toujours lié à la COP, il y a eu beaucoup de militants qui ont été soit inquiétés, soit signés à résidence. Pardon, voilà, mais j'ai presque fini. Une inquiétude, Notre-Dame-des-Landes. Vous savez qu'à nouveau, il y a des bruits qui courent, qu'au mois de janvier, il faudra à nouveau se mobiliser pour Notre-Dame-des-Landes. Et une question que je me pose, en temps entre guillemets normal, si les gendarmes arrivent dans la ZAD, j'imagine qu'il y aura un certain nombre de rassemblements spontanés un petit peu partout dans les villes de France. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'état d'urgence? Voilà, donc, battons-nous. Je vais tricher, mais je vais donner juste une info que j'ai oublié de dire. Ce samedi 19, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, il va y avoir une manifestation qui partira de Barbès et qui passera par la gare du Nord, Saint-Denis, la gare de l'Est, Strasbourg, Saint-Denis et Rennes-Belgique. Merci. Quelle heure? 15h à Barbès. 15h à Barbès. Venez tous. Donc, une petite collecte à la sortie pour les postiers en grève dans le 92 depuis des semaines et des semaines et des semaines et des mois, même depuis 50 jours, pardon. Donc une petite collecte. Et là, on laisse la parole à Sergio Coronado, donc un des 6 députés qui a voté contre l'état d'urgence. avec Pouria Pierchahi, avec Barbara Romagnan, avec Noël Mamère, avec Gérard Sebaoun. Nous avons en effet, le 19 novembre dernier, voté contre l'état d'urgence. Nous avons voté seuls 6 députés, parmi les 577 que compte l'Assemblée nationale et les 348 sénateurs que compte le Sénat. Nous avons voté contre l'état d'urgence parce que nous avions toutes et tous en mémoire les conditions de son instauration par la loi du 3 avril 1955, au moment de la guerre d'Algérie. Et nous savions à l'époque que cet état d'urgence n'avait pas empêché que la violence se manifeste dans notre pays, mais avait conduit tout droit, en fait, au vote en 1956 des pouvoirs spéciaux. Nous avons voté contre l'état d'urgence parce que nous pensions, et nous pensons toujours, comme Robert Badinter, que l'état de droit n'est pas un état de faiblesse.
et qu'il existe aujourd'hui dans le dispositif pénal, notamment, comme cela a été rappelé par le syndicat de la magistrature, suffisamment de mesures, suffisamment de largesse pour l'État pour combattre et s'attaquer à la violence des terroristes. Pour tout dire, pour dire les choses très franchement, la procédure pénale en matière terroriste, c'est déjà une procédure d'exception. On est déjà dans un autre moment de l'État démocratique. Ce n'est pas une mesure qui empêche de s'attaquer à cette violence. Nous avons voté aussi parce que nous savons que depuis un an, des moyens à la fois financiers et logistiques ont été octroyés aux forces de sécurité, qu'ils ont été octroyés à la justice, à l'intérieur, et que cela va continuer, que les forces de sécurité ne sont pas démunies et que ces moyens-là ne dépendent pas de l'état d'urgence. Nous avons voté également parce que nous savons que depuis les années 80, des dizaines de lois sous couvert de nous protéger, d'assurer notre sécurité, de lutter contre le terrorisme, ont été adoptées. Elles avaient été annoncées comme temporaires, comme provisoires, et sont aujourd'hui partie prenante de notre droit. Nous avons voté parce que sous François Hollande, 3 textes, une loi contre le terrorisme, une loi de programmation militaire, une loi sur le renseignement, est venue augmenter, fortifier, renforcer l'arsenal répressif sans que cela ait été couronné de beaucoup de succès. Nous avons voté aussi parce que des nombreuses modalités de poursuite existent aujourd'hui dans le droit pour les forces de l'ordre. Et nous l'avons vu, toutes les craintes qui avaient été exprimées au moment du vote, par celles et par ceux mêmes qui avaient voté la prolongation de l'état d'urgence, toutes ces craintes ont été confirmées. 2500 perquisitions dans des lieux de travail, dans des domiciles, dans des mosquées, dans des commerces, des perquisitions souvent très violentes, des perquisitions, et cela n'a donné finalement que l'ouverture de 2 enquêtes en matière de lutte contre le terrorisme. Je voulais également vous dire que je n'ai pas finalement eu à regretter ce vote depuis le 19. On a parfois douté, les 6 qui avons décidé de faire un acte d'indiscipline à l'égard à la fois du consensus général qui se manifestait à l'Assemblée, également à l'égard de nos partis. Parce que j'ai un regret, un très grand regret. Ce n'est pas d'avoir été 6, mais c'est d'appartenir à un parti qui n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Aucun parti de gauche représenté à l'Assemblée nationale, ni le Parti socialiste, ni le Parti communiste dans le groupe GDR, ni les écologistes n'ont pris position contre l'instauration de l'état d'urgence. Je crois qu'ils le regretteront devant leurs militants, ils le regretteront devant l'histoire. Je crois que l'état d'urgence, ça ne sert pas à s'attaquer au terrorisme, il sert à s'attaquer à nos libertés politiques, à nos libertés syndicales, à nos libertés associatives. Il met de côté la crise écologique, la crise démocratique. Il permet aujourd'hui au gouvernement, sous couvert de lutte contre l'extrême droite, de faire siennes justement les idées de l'extrême droite et de vouloir même les constitutionnaliser. Et là-dessus, je voudrais dire que Michel Soubiana se trompe. Il se trompe très lourdement. Le gouvernement ira au bout sur la déchéance de nationalité. Il présentera un texte le 23 décembre et il présentera une réforme de la Constitution devant le Parlement. Et ceux qui pensent que sur cette question-là, Hollande va céder, ils se trompent également très lourdement. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est non pas de faire céder le gouvernement, mais de le battre dans nos cœurs, dans nos têtes, dans la rue. Merci. Alors, donc là, on va faire... on va laisser la parole un peu à la salle, donc 2 minutes par intervention. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, vous levez la main. 1, 2, peut-être un. Oui, après. 3, camarade. 4, 5. Ok, c'est bon. Et on commence par Dominique du syndicat national des journalistes. Il y a des choses à nous dire sur la question de la liberté de la presse.
Merci. D'abord, je voudrais remercier Serge Coronado. Non seulement il a voté contre l'état d'urgence, mais il a voté contre la loi renseignement. Et il a été un des trop peu nombreux à le faire. Je voulais vous dire aussi qu'en tant que citoyenne, en tant que syndicaliste et en tant que journaliste, mettez ça dans l'ordre que vous voulez, il est évident que cet état d'urgence doit être levé, qui abolit quasiment toutes nos libertés, celle d'aller et venir, la liberté d'expression, celle de manifester et celle d'informer, d'être informé correctement. Depuis le début de cette année, que la profession vit comme l'année la pire de notre vie, on a d'abord massacré une rédaction indépendante et ensuite on a vu s'empiler sur notre tête la loi renseignement, la menace de la loi directive du secret des affaires, le démantèlement de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et toute une série d'autres mesures, la loi santé, un petit coup par ici, un petit coup par là, qui ont pour objectif soit de nous empêcher de travailler directement, soit de nous mener à l'autocensure. Si la loi renseignement continue ses effets sans qu'on puisse la combattre, bien que nous ayons mis un recours devant la Cour européenne de Strasbourg, si cette loi continue, dans quelques années, il n'y a plus de journalistes du tout. Il n'y a plus que des attachés de presse qui feront avec zèle le relais de la bonne parole institutionnelle. Donc on vous alerte là-dessus. Vous savez bien que des syndicalistes et des journalistes ont du mal à s'exprimer dans les rédactions et les combats dans les rédactions ne sont pas connus des citoyens. Donc on vous dit voilà, on est en très grand danger d'avoir une profession qui se termine en queue de poisson si on ne se bat pas tous. Bonsoir. Alors, pour lutter contre le terrorisme, il y a deux choses qui ont été dites de front par le gouvernement, à la fois l'état d'urgence et le fait qu'on était en guerre. C'est-à-dire le pays est en guerre, le pays frappe la Syrie et a débuté les bombardements là-bas. Or, on sait à quel point les stratégies guerrières, en tout cas uniquement les stratégies guerrières, peuvent être dramatiques géopolitiquement après les attentats. On l'a vu avec l'Irak, après le 11 septembre et les États-Unis. Moi, je me fais la porte-parole d'un collectif de citoyennes et de citoyens qui appelle à un rassemblement place de la République le 13 janvier prochain à 14 h pour dire non à ces bombardements, pour demander la fin de ces bombardements en Syrie. Il y a un élément qui je suis Pétoff, zadiste, vieux zadiste, mais je ne parle pas au nom des Zadiens. Chaque zadiste, on est plutôt libertaire de nature, donc on parle en notre nom, même si on fait partie des ZAD et que la ZAD est une belle famille et qu'on veut la répandre partout, comme notre slogan le dit, ZAD partout, c'est-à-dire amour partout, puisque pour moi, une zone ZAD, c'est une zone d'amour divin et délicieux, divin pour les croyants et délicieux pour les athées. Quand on aime la nature et qu'on est dans l'amour, on est en Dieu, et Dieu est en nous, donc même si on ne croit pas en lui, il est en nous, à condition d'aimer. Tout le monde, et inconditionnellement. Sinon, il faut vraiment qu'on se bouge pour arrêter cette grosse merde, cet état, c'est la honte de la France, c'est les plus tristes histoires, pas de l'histoire de la gauche, jamais elle est tombée aussi bas, le pauvre Jaurès doit souffrir, même s'il est au ciel, donc il ne souffre pas au ciel, mais il compatit à nos douleurs, et il compatit à nos ignominies, et à l'horreur de la France, qui vraiment devrait être le pays phare de la Révolution, et en fin de compte, c'est au contraire un pays phare du fascisme, quasiment, du fascisme mou, du fascisme insidieux. Donc, il faut qu'on se bouge le cul, c'est clair, je dis ça tout le temps, je suis venu à Paris pour faire la Révolution, on a organisé la prise de l'Élysée il y a quelques jours, on était 25 au début, 5 à l'arrivée, mais on va la faire. La révolution, car la révolution ne se fait par l'amour et pour l'amour. Et avec la haine et la vengeance et la colère, si un peu de colère ça fait du bien, mais contre le système, pas contre les gens. Bisous. Merci Yannick. 1, 2, et attends. 1, 2. Après, il y avait un monsieur là-bas. Attends. Ceux qui sont inscrits avec lui. Toi j'ai pas vu. Hein. Après,
parle un moment, et il y a ma copine qui a dit quelque chose de très bien, je pense. C'est moi ce que je pense qui manquait dans l'appel aujourd'hui, et c'est ce qui manque dans ce qu'on dit. J'étais au meeting, là, le meeting des grands méchants à Saint-Denis vendredi, c'est ce que Grèche a dit en début, il a dit la gauche française, elle ne parle pas de la question de la guerre. Et c'est vrai que ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on bombarde l'Irak, et il n'y a toujours pas eu une manifestation, un rassemblement, un truc pour dire tiens, on fait comme Bush en 2003. Et je pense que ça explique ce qu'a dit le monsieur de la LDH, c'est-à-dire en fait qu'on soit minoritaire. Ben oui, mais si jamais on manifeste, si jamais on dit, ben on n'est pas d'accord, ben on va finir par non seulement être minoritaire, mais à disparaître. Et honnêtement, si on ne fait rien contre la guerre, moi ça ne va pas m'empêcher de dormir qu'on disparaisse, parce que ça ne sert à rien. Et si on veut convaincre les gens, il faut se mobiliser contre la guerre. Parce que si on ne se mobilise pas contre la guerre, ben, l'union nationale, tout ça, ça va ensemble. Si vous êtes convaincus qu'il faut mener la guerre, voilà, si vous êtes convaincus qu'il faut mener la guerre, alors vous êtes pour l'état d'urgence, alors vous êtes pour qu'on écrase l'opposition, pour qu'on fasse une union nationale. Et je pense que c'est ça qu'il faut construire, et c'est très juste d'appeler un rassemblement, et je pense qu'il faut que les organisations de gauche fassent cette lutte, que les syndicats, comme la CGT l'a dit, ben, il faut qu'on le fasse maintenant, il faut qu'on organise des manifestations contre la guerre. Merci. D'émancipation qui appelle ce soir, comme la FSU 93 d'ailleurs, qui doit être parmi les nombreux oubliés des appelants. C'est pour intervenir sur une idée première, c'est que dans l'ambiance, je dirais, désastreuse de sécurité guerrière entretenue par le pouvoir, le meeting de ce soir est un bol d'oxygène pour le moins énorme, dont on peut espérer qu'il irrigue les mobilisations dans tout le pays. Mais j'aimerais que ce bol d'oxygène, qui concerne la demande de levée de l'état d'urgence et de sa constitutionnalisation, il soit complété, comme l'ont déjà abordé des camarades, par un autre qui est à l'extérieur du pays, celui-là, c'est-à-dire la lutte contre un autre drame qui est la guerre. Et cette lutte contre la guerre, je fais vite parce que d'autres camarades l'ont abordé, il ne faut pas perdre de vue que non seulement elle bombarde les populations civiles, elle les met sur la route en tant que migrants, et qu'elle fait le lit de Daesh avec toutes ces aberrations exportées, y compris dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que soutenir l'appel qui a été fait tout à l'heure à rassemblement sur cette guerre dont on peut penser qu'elle ne peut pas être totalement absente de nos débats et donc il faudra que nous tenions aussi un grand meeting contre cette guerre, ici même, je l'espère. Bonsoir, je parle au nom de la Ligue trotskiste du Front, la section française de la Ligue communiste internationale. Les attaques du 13 novembre à Paris, revendiquées par l'État islamique, étaient des attaques qui tueraient les masses criminelles qui ont coûté la vie à 130 personnes. Le gouvernement capitaliste de Hollande a immédiatement saisi l'opportunité pour promouvoir l'unité nationale et le chauvinisme, pour annoncer une batterie inédite de mesures répressives. Le bouc émissaire de toute cette attaque sont les immigrés et les musulmans, comme on a entendu ce soir. Mais au dernier ressort, c'est la classe ouvrière multiethnique qui est visée, car elle seule a le potentiel pour finir avec tout cet ordre social capitaliste plein pour de fraction. Oui. Nous disons que les travailleurs du monde entier, notamment en France, doivent absolument s'opposer à toutes les tentatives des capitalistes d'utiliser à trop récits comme les 7 attaques à renforcer le pouvoir rétréci de l'État ici et à l'étranger, à part l'état d'urgence, à part les bombardements français en Syrie et en Irak, de troupes françaises hors du Proche-Orient, hors d'Afrique. Juste une intervention courte de la salle. Il y a différents créneaux. Il y a un créneau qui est
aussi pour l'intervention. On demande des interventions dans la salle, intervention courte. Il y a un créneau pour les interventions pour des formations politiques. S'il vous plaît, respectez donc le programme qui a été annoncé depuis le début. Oui, bonjour, Aurélien Gavois, moi je suis enseignant au collège Henri Barbus à Saint-Denis. Et là, on est plusieurs collègues là, ce soir à être là parce que nous, on a été concernés directement. On était un certain nombre de collègues à être à la manif du 29. Et on a un collègue qui a été interpellé et mis en garde à vue. Voilà, donc là on a bien vu ce que c'était que l'état d'urgence, c'est la répression du mouvement social. Mais face à ça, ils ne peuvent pas nous faire taire parce que nous, le 30, ce qu'on a décidé, c'est que c'était pas possible de reprendre des cours si le collègue, il n'était pas avec nous. Voilà. Et dans le 92, à Colombes, les collègues, ils ont fait pareil. Et on était à 100% en grève, voilà. Et là, les journaleux, hein, ceux qui s'intéressent jamais à nous, ils ont été obligés de nous appeler pour nous demander « Mais pourquoi les élèves, ils n'ont pas cours là ?» On leur a dit « À cause de l'état d'urgence. » Parce qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui sont en garde à vue parce qu'ils ont simplement manifesté. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel, on l'a vu avec le résultat d'élection, avec les attentats, etc., il y a un réel risque de repli sectaire. Et face à ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'unité des travailleurs, l'unité des travailleuses sur leurs revendications, sur leur terrain qui est de leur, celui de la lutte, celui de la grève, celui des piquets de grève. Et je crois que ce qu'on a essayé de montrer modestement le 30 novembre dans notre collège, dans d'autres collèges où il y a des collègues qui sont mobilisés, c'est que c'était par cette voie que la solution est passée et non pas par l'état d'urgence et la répression du mouvement social. Donc maintenant on passe à la deuxième phase, on va dire, du meeting. Donc là, la parole est à Joël Domanjou et son frère, donc, qui ont été assignés à résidence tous les deux. Donc voilà. Alors peut-être que c'est le moment aussi pour parler de la legal team, enfin de la répression, enfin, pour qu'ils viennent. Voilà, donc la parole à Joël. Donc la suite, ensuite, nous passerons à la répression dans les quartiers populaires, contre les migrants et contre les jeunes. Voilà, ensuite on passera à la présentation des différents appels, des différentes initiatives qu'il y a eu autour de justement de l'état d'urgence, contre l'état d'urgence. Et ensuite, à nouveau, une phase d'intervention du public, donc à nouveau 15 minutes, quelques interventions. Et nous passerons ensuite la parole aux organisations politiques qui souhaitent intervenir. Nouvelle phase, si le temps nous est permis, nouvelle phase d'intervention du public. Et enfin, conclusion et perspective. Voilà. Décision. Engagement. Bonjour. Alors du coup, comme il vous l'a dit, on fait partie des assignés qui ont été au nombre de 24 dans le cadre de la COP21. C'est a priori 24 militants. On les a déclarés, on les a désignés comme écologistes. Moi, je ne me considère pas comme tel, même si effectivement je défends les causes environnementales. Ça a touché un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas juste mettre sous l'étiquette écologiste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire qu'en amont de la COP21, dans la semaine qui a précédé la COP21, les policiers sont d'abord intervenus de force dans un certain nombre de lieux parisiens qui sont des lieux habités par des personnes engagées contre la COP21. Ça s'est passé, dans le lieu où j'habite moi, qui est un lieu d'habitation collectif, il n'y a pas eu de perquisition. Par contre, ça a commencé chez nous par une perquisition chez nos voisins, c'est-à-dire un autre lieu d'habitation collectif où habitaient des amis à nous. Les policiers sont rentrés très tôt le matin, armés de fusils à pompe, et voilà, ils étaient une quarantaine, ils sont venus de force, ils ont fait sauter la grille d'entrée, ils sont rentrés sans dire pourquoi ils venaient, sans expliquer pourquoi ils venaient, sécuriser les lieux, etc., avec des violences qui ont suivi, un placement en rétention et des gardes à vue. Dans la foulée, j'ai été averti par des personnes, par des amis qui habitent près de chez moi, que j'étais concerné par la venue de la police, en tout cas que la police s'était présentée en bas de chez nous, ce sur quoi, en pensant que c'était une perquisition, je me suis rendu chez moi, je suis tombé sur des agents de la PAC
qui sont venus en fait enfin voilà, ils savaient très bien qui ils venaient chercher. Après un bref contrôle d'identité, je me suis vu signifier une assignation à résidence. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans ce cadre de cette assignation, je devais pointer 3 fois par jour au commissariat d'Ivry-sur-Seine. 3 fois par jour, ça représente à peu près 23 heures sur les 17 jours d'assignation. 23 heures de ma vie à devoir confronter les gueules des policiers. Voilà ce que ça signifie. En plus de ça, j'ai été assigné chez moi de 20h à 6h du matin et avec interdiction de quitter le territoire d'Ivry-sur-Seine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je traverse le périphérique, je m'expose à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et si je ne vais pas pointer, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a voulu soulever en fait, on a voulu soulever ça en justice. Du coup, on s'est pourvu au tribunal administratif avec l'ensemble des assignés. J'ai été le seul qui a pu obtenir une audience au tribunal administratif de Melun, tandis que tous les autres ont vu leur référé liberté refusé par une ordonnance de tri, c'est-à-dire un rejet du caractère d'urgence, c'est-à-dire en fait que ça ne les intéressait pas d'étudier cette question-là. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de passer au tribunal de Melun. J'ai eu 5 minutes pour m'exprimer devant le juge, pour essayer de me justifier de ce qu'on appelle les notes blanches. Qu'est-ce que c'est les notes blanches? Et ça, je pense que c'est très important que tout le monde sache que c'est les notes blanches. C'est aller jusqu'au Conseil constitutionnel ce matin, cette question des notes blanches. Ce sont des écrits approximatifs et des suppositions des services de renseignement à propos d'un certain nombre de militants. Je connaissais la réalité du renseignement. Parce que c'est quelque chose qui imprègne les milieux politiques depuis toujours. Pourtant, j'ai découvert dans les notes blanches qu'en fait les moindres détails de ma vie étaient millimétrés et que tout pouvait être en fait exposé et jeté à la justice comme des éléments de preuve contre moi, comme quoi je ferais partie avec les autres assignés de ces personnes qui sont dangereuses pour l'État, sans aucune justification, sans aucune preuve, sans aucun fait avéré, sans aucun délit, absolument rien. Ce ne sont que des suppositions sur une feuille A4 que j'ai ici entre les mains, un petit feuillet qui n'est même pas signé ni du service de renseignement en question, ni du ministre de l'Intérieur, c'est juste des suppositions. Voilà ce que c'est la réalité de l'état d'urgence. On l'a soulevé au Conseil d'État, on l'a soulevé au Conseil constitutionnel ce matin par une QPC pour interroger la légalité et la constitutionnalité de ces mesures. On se voit refuser des fins de non-recevoir, enfin des refus, des rejets après audience. Aujourd'hui, on attend, j'ai presque fini, je vais laisser la parole. En tout cas, on en est là, on attend le délibéré du Conseil constitutionnel le 22. Moi, je me fais aucune illusion sur cet état-là. Je me fais aucune illusion sur le fait qu'on va reconnaître notre innocence. Et d'ailleurs, j'ai pas envie d'être innocenté par des gens qui nous considèrent de toute façon comme coupables. Je vais faire court parce qu'on a mutualisé notre temps de parole. En fait, on a fait ça en famille, parce qu'on a été assignés en famille et on a voulu nous réduire à une seule et même entité. Donc on a décidé de ne pas communiquer tous les deux et de ne pas d'être deux personnes différentes parce qu'on a voulu absolument nous réduire à une seule et même personne dans les notes blanches. Donc voilà, on est deux personnes qui pensent différemment et qui militent ensemble. Voilà. Donc ça, je tenais déjà à le dire. Donc sinon, sur ce que moi, je voulais rajouter, parce que j'ai dit beaucoup de choses à la presse, comme vous avez dû le lire, parce que la seule façon que j'ai eu de m'exprimer en 2 semaines, c'est de parler à la presse. Je n'ai jamais pu parler devant un tribunal. Pas devant le Conseil d'État, pas devant le Conseil constitutionnel. J'ai été rejeté sur ordonnance de tri. Je n'ai jamais pu m'expliquer. Jamais pu me justifier, en fait, d'un régime d'exception qu'on m'a appliqué. Donc imaginez, j'ai subi une peine, en fait, sans avoir jamais été condamné à rien, en fait. Bon, après, j'ai pas du tout envie d'avoir un discours sur mon casier vierge ou n'importe quoi, parce que c'est pas ça la question. La question fondamentale, c'est que j'ai été condamné à quelque chose, que j'ai subi quelque chose qui a entravé gravement ma vie pendant 17 jours. C'est-à-dire que ma vie n'a pas été possible pendant 17 jours. Je n'ai pas pu sortir le soir voir mes amis, je n'ai pas pu participer à la COP21 à laquelle j'avais participé durant des mois dans la préparation, parce que c'est vrai, j'ai participé à la préparation des manifestations comme beaucoup de monde sur la COP21, mais je l'assume pleinement parce que c'est pour moi indispensable qu'on puisse exprimer la contestation sociale en fait. La contestation sociale enrichit énormément
Pour moi, c'est un enrichissement. Si elle n'a pas lieu, c'est un défaut de liberté d'expression, en fait, tout simplement. Et donc, les interdictions de manifestation, j'ai posé un référé liberté contre l'interdiction de manifestation qui avait été émis à Paris. Et après ça, j'ai été assigné 2 jours plus tard, en fait. Donc, moi, ce que je voulais dénoncer, c'est ce que nous, on subit depuis un moment déjà. Et ça, c'est une nouvelle étape, en fait. C'est la criminalisation des militants. C'est la criminalisation en général des militants qui paraît extrêmement grave. Que ça soit par les voies d'ADN, que ça soit par les procès expéditifs et qui ont lieu suite à des manifestations où on fait plus de l'exemple qu'une condamnation effective sur ce que les gens ont pu faire. Pour moi, l'étape suivante, c'était ça, c'était la condamnation par prédictibilité, c'est-à-dire on est préventivement condamné sur ce qu'on pourrait faire et non plus sur ce qu'on est supposé avoir fait. Donc on a encore une étape suivante dans la répression, en fait. Et c'est ça que j'aimerais juste dénoncer ce soir. Voilà. Et donc moi, ça n'a pas du tout entamé ma détermination. Si le processus est censé nous enfermer, nous briser, ou briser la détermination militante, et ben c'est raté, en fait. Ça ne fait qu'attiser une colère et une révolte en nous qui nous détermine 2 fois plus, en fait, à la sortie de ce processus. Donc maintenant, la parole à Nathalie, donc pour la CNT, et qui va nous parler de la répression, parce qu'elle est vraiment à fond sur cette question-là. Dire aussi que les personnes qui veulent laisser leurs coordonnées pour connaître les suites de la campagne, il y a un petit papier à la sortie pour remplissez, si ça. Et si ceux qui veulent aider d'ailleurs à remplir après, à mettre sur Internet, ils seront aussi les bienvenus. Et donc bonsoir, effectivement pour nous l'état d'urgence c'est avant tout réprimer la contestation sociale, mais aussi banaliser les contrôles aux faciès, les perquisitions dans les quartiers populaires, les arrestations abusives. Et donc la première manière qu'on a de combattre cette répression, c'est déjà de la dénoncer, donc c'est ce que nous faisons ce soir, mais c'est aussi de continuer à manifester et de